C'est un sujet parfois tabou, toujours passionnant, souvent clivant. L'économie, longtemps affaire d'État, elle est surtout devenue aujourd'hui l'affaire de tous. Ce terme, profondément ancré dans nos quotidiens, régule à la fois nos comportements, nos envies et nos contradictions. Et quand on y mêle le sport le plus populaire du monde, on touche alors à des dimensions exceptionnelles. L'économie et le football forment un mariage aussi explosif que révélateur. Pour nous éclairer sur cette relation complexe, pour mieux comprendre ce que l'on dit et parfois ce que l'on tait, quand on parle d'économie du football, nous avons le plaisir de recevoir l'un des experts les plus pointus sur le sujet en France, Luc Arondel, économiste, chercheur au CNRS, spécialiste de l'épargne, puis depuis plusieurs années, analyste reconnu de l'économie du sport. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, du premier publié en 93, Cycle de vie et composition du patrimoine, à son dernier en date, en 2023, L'argent du football féminin, volume 3. Luc Arondel, bonjour et bienvenue dans Pêle-mêle. Merci, merci de votre invitation. Petite question d'abord, en tout cas qui fait suite à cette intro. À quoi consiste le métier d'un économiste chercheur au CNRS ? Ah, ça c'est une question difficile. Bon, moi, comme vous le disiez, je viens de l'économie, enfin de l'économie de l'épargne. C'est ce qu'on appelle la finance des ménages. Donc je me suis effectivement, vous citiez un livre de 93. Ce premier livre, c'est grosso modo, ça correspond à ce que j'avais fait dans ma thèse, donc ça ne me rajeunit pas. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle la finance des ménages. Donc moi, je me suis intéressé à un domaine particulier en finance des ménages, c'est-à-dire l'accumulation du patrimoine, la transmission du patrimoine et sa composition aussi. Et donc voilà, donc c'est tout à travers ça, quoi. C'est-à-dire que c'était étudier les logiques de comportement des ménages en ce qui concerne leur épargne. Ça, c'est ce qu'on appelle la microéconomie. D'accord. Donc, c'est un domaine assez particulier. Vous avez la micro qui s'occupe effectivement des comportements des agents. Mm-hmm. Et puis la macroéconomie qui essaie d'étudier les grands équilibres au niveau des pays, etc., etc. Donc, moi, c'était vraiment l'aspect microéconomique, l'aspect comportemental. Et donc, c'était effectivement, mes recherches étaient concentrées sur l'épargne des ménages. Alors, c'est vrai qu'à partir de... Bon, moi, je voulais être footballeur professionnel, comme beaucoup de petits garçons. Vous êtes pompier, donc... Non, je voulais être footballeur professionnel aussi. Moi aussi. Les croisés. Et donc, voilà. Donc, je suis un supporter. Je vous dirai de qui tout à l'heure. Et je suis toujours fan, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu de la passion du football. Mais c'est vrai que faire de la recherche... Alors là, j'en viens à la deuxième partie de votre question. Faire le parallèle entre l'économie et le football, c'était pas si évident que ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, au CNRS, en économie, faire de la recherche sur l'économie du foot, ça c'est pas du tout pour faire carrière, c'est assez difficile. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu, j'ai un petit peu qu'effectivement ma carrière soit un petit peu derrière moi. Donc à partir de début des années 2010, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie du football. Il y a quelqu'un qui avait écrit, c'était Bastien Dru à l'époque, qui avait écrit effectivement le premier ouvrage un petit peu sur l'économie du football qui a été écrit, c'était Économie du football professionnel. Donc effectivement, c'était à partir de là. Et bon, voilà, depuis une quinzaine d'années, voilà, j'axe mes recherches à la fois sur l'économie du football et puis aussi, je continue aussi sur la finance des ménages. D'accord. Et du coup, si vous deviez vulgariser l'économie du football européen, par exemple, en une phrase ou une image, ce serait laquelle ? Avant, bien sûr, pendant le podcast, de digresser et d'expliquer plus longuement ce que c'est. Mais... J'ai peut-être été trop long, là, non ? Non, pas du tout. Non, très bien. Alors, j'avais les questions. Donc, moi, ce qui me vient en tête sur l'économie du football, j'en donnerai deux, ça vous dérange pas ? C'est très bien. Donc, c'est Bill Shankly, effectivement, l'entraîneur emblématique de Liverpool, qui disait que dans un club de football, il y a une sainte trinité, les joueurs, le manager, les supporters, les présidents n'ont rien à voir là-dedans, ils sont juste là pour signer les chèques, ça c'est la première chose, parce que c'est vrai que ça marche un petit peu comme ça. On aura peut-être l'occasion de le développer. Il y a la seconde citation, c'est Johan Cruyff, c'est un peu l'idole un petit peu de mon enfance. Hein. C'est pourquoi ne pourrait-on pas battre un club plus riche ? Je n'ai jamais vu un sac rempli de billets marquer un but. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas pas. Malgré tout le respect que je lui dois. Et puis le troisième, alors vous me disiez une image. Moi, l'image qui me vient, c'est vraiment une photo de Donovan Torres. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Georges Best. C'est un petit gamin qui a le numéro 7, qui a le maillot de Georges Best, qui regarde une peinture sur un mur où c'est Georges Best. Et ça représente aussi beaucoup de choses et je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler. C'est sûr. Et pour vous aujourd'hui, du coup, on va aller un peu plus loin dans l'économie du football.
On parle souvent de modèle économique du football. C'est quoi les principaux piliers économiques du football professionnel ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu un recul historique au niveau de l'économie du football. Jusqu'aux années, on va dire, alors, les sociologues, ils séparent les différentes périodes du football. Donc, il y a les périodes effectivement traditionnelles. C'est-à-dire quand on a effectivement au début du 19e siècle, il y a la mise en forme des championnats, etc. etc. Il y a ensuite la professionnalisation qui se répand un petit peu dans tous les pays. Il y a la période effectivement après la guerre, donc, où effectivement là, ça commence à se développer jusqu'aux années, effectivement, la fin des années 80 et au début des années 90, où on voit apparaître effectivement les premières retransmissions de matchs. En France, c'est le match Nantes-Monaco en 84 par Canal+. C'est la première fois qu'on voit un match à la télé, même s'il y avait quelques matchs avant, mais c'était surtout essentiellement les finales de Coupe de France et puis quelques matchs de Coupe d'Europe, et encore pas tous. Il y a la grande épopée des Verts en 76 qui n'a pas été tout... Il y avait aussi les matchs de Coupe du Monde. Alors, et oui, les Coupes du Monde, voilà, oui, mais au niveau national. Au niveau national, c'était surtout donc, les finales de Coupe le dimanche après-midi en général, et puis l'épopée des Verts en 76 et un petit peu avant, etc. Donc, premier match, effectivement, en 84. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la période postmoderne du foot. C'est ce que les sociologues appellent la période postmoderne. Et donc... Là, si on regarde d'un point de vue économique, moi je dirais qu'on va commencer effectivement au début des années 90, surtout l'année 95. 95-2025, c'est un peu les 30 glorieuses du football, quoi. Et donc alors, on est passé d'un modèle à un autre, c'est-à-dire avant les années 90, les clubs de foot se financent, c'est surtout des subventions des municipalités, c'est des sponsors et c'est de la billetterie. C'est à peu près, voilà un peu les budgets sur lesquels s'appuient les clubs. Et puis, à partir des années 90, on va passer à un autre modèle qui va être beaucoup plus basé sur les médias, donc les droits TV, les revenus commerciaux, mais qui vont être mondialisés. Parce qu'effectivement, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans le modèle précédent, ça se développe au niveau surtout local. C'est-à-dire, effectivement, c'est des subventions des municipalités, donc il n'y a pas de... c'est assez localisé. Et là, on va passer aussi à un modèle beaucoup plus globalisé, où les revenus commerciaux vont être, effectivement, ça va concerner beaucoup plus, soit le niveau national, mais aussi le niveau international. Ça va être aussi l'arrivée des milliardaires, donc avec aussi un afflux d'argent. Et puis, voilà, plus récemment, ça va être aussi l'arrivée des États, des clubs-États. Donc ça va être avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et puis le Qatar. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'ai l'impression que, alors si on fait de l'analyse économique, là on est en train de changer encore de modèle. C'est-à-dire que ce qu'on appelle avec mon co-auteur Richard Duhautois l'hypermodernité du foot, où là, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement il y a de plus en plus d'inégalités économiques, il y a de plus en plus de concentration des titres, etc. Il y a l'arrivée des fonds d'investissement, il y a l'arrivée des Américains. Tout ça, ça fait qu'effectivement, ça peut se traduire par aussi un autre modèle. Vous parlez des billetteries tout à l'heure. Aujourd'hui, ça représente quoi les billetteries pour les clubs dans le modèle économique ? Est-ce qu'il y a une différence, pardon, je me permets, quand on parle de billetterie, l'intérêt d'avoir un stade pour un club, quand on parle peut-être de ce fonds de revenus que sont les billetteries ? Alors oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, la part de la billetterie, c'est entre 10 et 15% des budgets des clubs en Europe. C'est un peu partout pareil. D'accord. Alors, c'est peu en termes relatifs, ça peut être important en termes absolus. C'est-à-dire que, par exemple, le PSG, je crois qu'ils sont à peu un peu plus de 160 millions alors, ce qu'on appelle billetterie, c'est au sens large, c'est-à-dire ce qu'on appelle les matchs des revenus, c'est-à-dire les revenus des jours de match. Ça n'a rien à voir avec la billetterie au sens où j'achète un billet. Parce qu'effectivement, alors vous parliez de l'exploitation des stades. L'exploitation du stade, c'est effectivement tout ce qui concerne les revenus des jours de match, c'est-à-dire toutes les recettes qui sont qui sont générées par les jours de match. Et donc voilà, ça représente à peu près... donc c'est relativement faible. Et donc, sachant qu'effectivement, par rapport au modèle précédent, c'était beaucoup plus. C'était l'essentiel des revenus des clubs, c'était la billetterie. D'accord. Bonjour, monsieur Randel. On a Alexis qui nous a rejoint. Retard, malheureusement. Il y a un léger retard. C'est la faute du transport ? Non, c'est ma faute, complètement. À 100%. Je ne vais pas me dédouaner. Et du coup, alors, oui. l'intérêt... pardon ? Oui, pour le stade ? Oui, non, peut-être. Alors, pour le stade, effectivement... ce qu'il faut savoir, alors je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a très peu en France, par exemple, il y a très peu de clubs qui possèdent leur stade.
Il y a Lyon et puis je crois qu'il y a Auxerre, je crois. Ou les deux, et puis les deux clubs d'Ajaccio, il me semble. D'accord. Auxerre, ça a vérifié. Mais enfin, il y en a très très peu. Alors si vous regardez la situation en Angleterre, c'est complètement différent. Il y a 14 clubs de Première Ligue. Jusqu'à récemment, il y avait 14 clubs de Première Ligue qui possédaient leur stade. Donc voilà, là on est sur des modèles différents. Effectivement, à partir du moment où vous possédez votre stade, d'un point de vue économique, votre club vaut plus cher en termes parce que vous avez des actifs. Ouais. Et puis, ça vous permet aussi d'exploiter un petit peu le stade les jours de match et aussi en dehors des jours de match. Parce qu'effectivement, la plupart, quand vous regardez une enceinte sportive, un stade, il est utilisé une fois tous les 15 jours, ce qui est assez, en termes de valorisation du capital, c'est assez faible, quoi. Et pourquoi on n'entend pas plus de clubs qui ont ce souhait d'avoir leur propre stade aujourd'hui ? Je pense que les clubs, il y a une volonté de beaucoup de clubs de posséder leur stade. Brest va avoir un nouveau stade. Lens va acheter son stade là, récemment. J'entendais Ougardian récemment qui disait effectivement. Il y a Rennes, il y avait un projet aussi au niveau de Rennes, etc. Il y a eu un projet aussi à Nantes, mais qui a un peu avorté. Donc voilà, il y a une volonté effectivement des clubs d'exploiter un petit peu plus le stade, quoi. Il y a le PSG aussi. Et le PSG, effectivement, qui voulait racheter le Parc des Princes et qui apparemment va peut-être construire son enceinte en région parisienne, peut-être à Massy, ou en tout cas, il y a ce souhait d'avoir. Mais ça correspond à une tendance un petit peu européenne, c'est-à-dire qu'on est là, on est un peu à la traîne. Puisque je vous dis, en Angleterre, ça devient la généralité. Il y a eu les clubs en Espagne. Alors, les gros clubs en Espagne, effectivement, sont exploités aussi. Alors, c'est difficile de savoir la structure de propriété, mais bon, je crois que il y a des gros travaux. Il y a eu des gros travaux à Bernabéu. Il y a des gros travaux aussi à Barcelone. Tout ça, c'est pour essayer d'optimiser les recettes, les jours de match. Il y a le cas aussi en Italie, vous voyez par exemple la Juventus de Turin qui a bien réfléchi sur la structure financière de son enceinte, son business plan, c'est-à-dire qu'à renoncer un petit peu à avoir un stade trop grand pour essayer de l'exploiter au maximum, quoi. On parle régulièrement d'une bulle dans le foot. Est-ce qu'elle est proche d'éclater ou est-ce que le système il trouve ses équilibres ? Est-ce qu'on est dans un système qui tend à perdurer en ce sens-là, ou alors c'est un système qui doit être revisité, retravaillé, en tout cas avec eux. Alors la bulle, ça c'est moi. Il y avait un dessin animé dans le temps qui s'appelait Pépin la bulle, je ne sais pas si vous connaissez. Moi ça me fait penser à ça parce que c'est pas de votre génération. Alors c'est vrai qu'il y avait Emmanuel Petit, j'ai une phrase d'Emmanuel Petit qui disait, quand on l'interviewait là-dessus, il dit le football est une bulle spéculative, explosive et expansionniste. Bon, il faut arrêter là. Il y a un peu trop de... Il faut arrêter. Il n'y a pas de... Alors, je pense que dans le sens commun, la bulle, les gens disent bulle parce que un petit peu ce qui se passe actuellement, les droits télé, ça diminue, ça s'écroule. Voilà, c'est une bulle. Non, d'un point de vue économique, c'est pas une bulle. Une bulle, ça concerne des marchés spéculatifs. Donc, c'est-à-dire, c'est soit la bourse financière, c'est soit le marché immobilier. L'exemple le plus ancien, c'est au XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la crise des tulipes. Il y a eu il y a eu une bulle des tulipes en Hollande. Donc voilà, non. Donc ça correspond à un phénomène économique qui est très précis, qui concerne les marchés spéculatifs. C'est-à-dire que effectivement, une bulle, c'est quoi ? C'est lorsque la valeur de la cotation des titres dépasse ce qu'on appelle n'a rien à voir avec sa valeur fondamentale. C'est-à-dire, grosso modo, c'est le flux des revenus futurs. J'espère que je suis assez simple. Grosso modo, c'est-à-dire que vous avez une action qui a le cours d'une action qui ne correspond pas du tout à la capacité de l'entreprise de générer des revenus, quoi. Donc ça correspond aussi, par exemple, à l'immobilier, lorsque les prix immobiliers ne correspondent pas à la valeur locative, par exemple, des biens. Voilà. Donc finalement, il y a une décorrélation entre le cours, la valeur de l'entreprise et puis sa capacité à générer des revenus. C'est ça une bulle. Et donc en général, ça dure qu'un temps, parce que la bulle, ça, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que les bulles explosent. Parce qu'à un moment, on revient à la réalité, quoi. Donc effectivement, il y a un processus de spéculation, c'est-à-dire que les cours montent. Donc vous avez de plus en plus d'acheteurs qui veulent profiter des prix, et puis au bout d'un moment, ça va s'écrouler parce que vraiment, il y a un retour à la réalité. Donc ça ne correspond pas du tout à l'économie du football, sauf
si on regarde le côté spéculatif, soit c'est la valeur des clubs, mais bon, il y en a trop peu. En plus, on ne sait pas trop ce que ça vaut, etc. Bon, effectivement, ça pourrait... Et puis, il y avait certains clubs quand même qui étaient cotés en bourse. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas eu de bulle. Il n'y a pas eu de bulle. Et puis, l'autre côté marché spéculatif, c'est les transferts. C'est le marché des transferts. Là, on pourrait effectivement, il pourrait y avoir une espèce de phénomène de bulle. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que déjà, une des dimensions pour juger de la présence d'une bulle, c'est qu'il y a une décorrélation. Il faut qu'il y ait une décorrélation entre les revenus et puis la valeur des transferts, par exemple. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit que les transferts ont plus ou moins suivi l'évolution des revenus des clubs. Donc, ce qui fait que finalement, voilà, dire qu'il y a une bulle dans le football, non, c'est un peu, de mon point de vue, hein, c'est pas une bonne chose. Justement, vous parliez des transferts, ils sont aujourd'hui très scrutés, souvent très attendus. Certains sont devenus d'ailleurs historiques. On pense notamment à Zidane en 2001 qui part de la Juventus pour aller au Real pour 77,5 millions. Ou encore Cristiano Ronaldo qui part de Manchester United au Real en 2009 pour 94. Et puis dernièrement, en 2017, Neymar qui rejoint le PSG pour 222 millions. Comment se déroule concrètement un transfert entre deux clubs aujourd'hui ? Est-ce que les clubs touchent instantanément la somme d'argent ? Comment ça se passe ? C'est plus de la comptabilité que de l'économie. Mais voilà, donc le montant du transfert, ça correspond au rachat du contrat, quoi. Donc, à partir du moment, c'est pour ça qu'effectivement, vous avez intérêt à... le cas de Mbappé dernièrement, il n'y a pas eu de transfert, enfin, il n'y a pas eu de montant de transfert, ils n'ont rien touché parce qu'effectivement, il était en fin de contrat. Donc on rachète la durée du... Enfin, on rachète la durée du contrat restant, quoi. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, alors, ça fait écho à ce que vous disiez avant, il faut savoir que finalement, dans le monde entier, par exemple, quand on parle de transfert, ça correspond à une mutation sur 10. Donc, c'est très peu. Et en Europe, c'est un peu plus. On va dire c'est un quart. Il y a un quart des transferts qui sont payants. Le reste, c'est des mutations. Alors, oui. C'est gratuit entre guillemets, parce qu'il y a souvent des primes à la signature. Donc, ça, c'est un petit peu... faut relativiser. Mais pour le club, il n'y a pas de transaction. Donc, ça correspond à ça. Mais ça alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alors oui, au niveau du bilan des clubs, oui. Alors là, il y a des écritures comptables. C'est-à-dire que lorsque vous vendez un joueur, ça rentre directement dans vos actifs. Quand vous achetez un joueur, effectivement, vous pouvez l'amortir sur la durée du contrat. Et donc, effectivement, en termes de dépenses, c'est étalé sur la durée du contrat. Et je pense que c'est souvent comme ça aujourd'hui que les clubs procèdent. Exactement, d'un point de vue comptable, ce qui leur permet aussi de rentrer dans les normes du fair play financier. Ouais. Alors après, il y avait un peu des magouilles comptables, etc. Pour rentrer dans le montage financier. On rachète, en fait. Voilà, on a des échanges de joueurs entre les clubs. Ça s'est fait entre la Juventus et le FC Barcelone, par exemple. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Vous étiez toujours dans l'économie d'épargne, en tout cas spécialisé dans l'épargne à cette époque-là. Mais vous parliez en tout cas de 30 glorieuses dans le football, 95 et aujourd'hui. Ça fait particulièrement écho à l'arrêt Bosman. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet arrêt ? On l'appelle, la 30 glorieuses, ça débute à l'arrêt Bosman, effectivement. Okay. Alors, l'arrêt Bosman, c'est deux choses. L'arrêt Bosman, c'est donc deux choses. C'est le fait qu'effectivement, lorsque la communauté européenne impose aux clubs, aux fins de contrat, donc la liberté de partir, ce qui n'était pas le cas, puisqu'effectivement, avant, il y avait les fameux contrats... Enfin, c'était avant, mais il y avait des contrats à vie, etc. Mais là, effectivement, dans le cas de Bosman, il était en fin de contrat et le club, je crois que c'était entre Dunkerque et le Standard de Liège, effectivement, il ne voulait pas le laisser partir gratuitement, et donc, effectivement, alors qu'il était en fin de contrat. Donc là, la communauté européenne impose le fait qu'à partir du moment où c'est une fin de contrat, il n'y a plus d'indemnité. Et puis, la deuxième chose, mais c'est ça qui est beaucoup plus important, c'est l'histoire de la liberté de circulation des travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, à partir du moment où vous avez des joueurs européens, vous avez autant de droits de faire jouer des joueurs européens de la communauté, vous avez le droit, alors qu'avant, vous n'aviez droit qu'à 3 joueurs étrangers, quoi. Et c'est surtout ça qui était important, l'arrêt Bosman. Et puis, ce qu'il faut dire, l'arrêt Bosman, tout seul, ça aurait, effectivement, en termes de 30 glorieuses du football, ça n'aurait eu aucun impact s'il n'y avait pas eu
la croissance économique. Parce qu'effectivement, tous les sports ont été touchés par l'arrêt Bosman. Mais tous les sports n'ont pas connu la croissance économique du football. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, il y a l'arrêt Bosman qui a permis effectivement la libre circulation des joueurs. Donc, ça a permis effectivement l'inflation des transferts. Mais il n'y aurait pas eu d'inflation des transferts s'il n'y avait pas eu d'argent. Et donc, ce qui aussi explique... la deuxième dimension de cette croissance économique du football, c'est effectivement l'explosion des droits télé, et puis l'arrivée des milliardaires. Des milliardaires, oui. Voilà. Justement, vous avez parlé de cet arrêt Bosman. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à quelque chose d'équivalent qui va à nouveau bouleverser la sphère footballistique, peut-être dans une autre dimension, la faire basculer à nouveau? Il y a des choses qui sont en cours ou non, qui vont arriver. Tout à l'heure, on a l'impression qu'on est arrivé à un point de rupture. Alors, ça s'explique par différentes choses. La première chose, c'est qu'on voit les droits télé sont arrivés un petit peu à saturation. Alors, en France, ça s'est écroulé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, ça s'est plutôt maintenu. C'est-à-dire que ça a légèrement augmenté. Ça s'est maintenu en Angleterre, mais on est déjà à 2 milliards de droits domestiques, 2 milliards d'euros de livres, je ne sais plus, enfin à peu près 2 milliards. Et 2 milliards de droits internationaux. Voilà, donc, en Bundesliga aussi. En Bundesliga, on est à peu près à 2 milliards de droits télé, donc c'est à peu près un peu plus d'1 milliard de droits domestiques et puis à peu près à peine 1 milliard de droits internationaux. C'est un peu moins, effectivement, c'est un peu moins en Allemagne et en Italie, mais on dépasse le milliard, globalement, on dépasse le milliard dans ces deux pays. Donc il y a effectivement en France, où là, effectivement, le milliard, il a fait pchit. Et comment vous expliquez ça, vous ? De quoi? Le fait que... Cette singularité française, le fait que chez nous, il y ait un petit peu cette chute au niveau de l'audiovisuel. Je pense qu'il y a eu... On peut pas non plus mettre de côté la mauvaise gestion du contrat. Quoi. Je veux dire, effectivement, à partir de Mediapro, on a l'impression qu'il y a eu une succession de mauvaises décisions. Alors, je jette pas la pierre à quiconque, c'était peut-être difficile, mais on peut. Voilà, il y a quand même eu des ratés. C'est-à-dire le fait que Mediapro se retire, il y a eu la crise du Covid, il y a eu la mauvaise gestion d'Amazon, il y a eu le retrait de Canal+, etc. Ce qui fait qu'effectivement, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. On a eu beaucoup de diffuseurs en quelques années. Oui, tout à fait. Et le consommateur se perd aussi, en tout cas. Tout à fait. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a quand même un facteur de demande. C'est-à-dire que pourquoi on achète des droits télé? Le fait que ça se soit développé, c'est effectivement, c'est apparu avec aussi les chaînes à péage, etc., etc. Et donc, finalement, quand on regarde Canal+, pourquoi ils ont pris le football? C'était un peu une vitrine, le football. C'est-à-dire que ça leur permettait de vendre des abonnements, quoi. Oui, puis surtout que c'est la chaîne historique du foot en France, quand même. Oui, mais au départ, pourquoi ils ont pris le foot? C'est parce qu'effectivement, ils voulaient vendre des abonnements. Donc, le foot, à la limite, ils pouvaient se permettre d'être déficitaires sur le foot parce que ça leur apportait des abonnements. Ça, c'est la première logique. Après, il y a aussi la logique de Canal, ça a été aussi d'affaiblir son concurrent. Parce qu'à un moment, je crois que sur la TNT, il y avait, comment ça s'appelait, une autre chaîne, la chaîne satellitaire à l'époque qui voulait reprendre... TPS qui voulait reprendre le foot. Le football, ouais. Voilà, exactement. Donc, il y a eu un moment, il y a eu la concurrence entre Canal+ et TPS. Et effectivement, le fait de prendre les droits télé, ça permettait d'affaiblir la chaîne, le concurrent. Donc ça, c'est un second motif. Après, il y a eu Mediapro, par exemple. Mediapro, ce qu'il voulait, c'est acheter la totalité des droits pour les revendre. C'est ça, et ça n'a pas marché. C'est ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a eu deux choses. C'est Canal+, a dit, vous avez choisi d'avoir tous les droits. Vous m'avez humilié, débrouillez-vous. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'aussi, ils voulaient aussi vendre un package avec la Ligue des Champions. Et puis, ils n'ont pas eu la Ligue des Champions. Donc, effectivement, le produit était plus difficile à vendre. Et puis, Amazon, c'est pareil. Amazon, pourquoi ils prennent les droits télé? À la limite, c'est pas forcément pour faire de l'argent sur les droits télé, c'est aussi pour vendre leurs abonnements. Leur logique qu'a pu avoir Canal+ à une époque. Exactement, tout à fait. D'autres sphères. DAZN arrive. DAZN, eux, la seule possibilité qu'ils aient de rentabiliser leur investissement, c'est de vendre des abonnements. Et là
on aborde un problème effectivement d'économie qui peut expliquer le fait que ça baisse, c'est-à-dire que la demande baisse. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que les Français la propension à payer les abonnements pour les Français, donc ça dépend combien d'argent ils sont prêts à mettre pour les abonnements, certainement moins que les Anglais ou les autres Européens. Et puis parce que le produit, entre guillemets, j'aime pas beaucoup parler de produit, mais le produit, il est moins bon. Aussi, ouais. Il est moins bon. Donc, quelque part, après, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que c'est Ougarian qui avait raison. C'est-à-dire que la valeur, c'est difficile de donner qu'est-ce que vaut la Ligue 1 parce que pour quelqu'un, il achète la Ligue 1, mais c'est une sorte de bien d'investissement. C'est-à-dire qu'il a intérêt à ce que ce soit le mieux valorisé, enfin le meilleur produit possible, parce qu'après, effectivement, plus il va vendre d'abonnements. Donc, effectivement, il y a une espèce de cercle vertueux à instaurer. Quoi. Donc, voilà. Et je pense que, par exemple, alors, si vous avez un diffuseur qui veut rentabiliser son investissement uniquement à partir des abonnements, effectivement, il faut regarder le prix maximum que les gens sont prêts à mettre sur un abonnement. Et quand on regardait avant, c'était à 40 € au départ. Au départ, c'était 40 € et ça baissait nous, les études moi, je ne fais pas d'études de marché, mais on avait fait des enquêtes auprès des supporters de foot, et on s'était aperçu que c'était 30 €, c'était le prix maximum que les gens payaient pour tous les abonnements. Ils étaient prêts à mettre. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'était 40 € seulement pour les matchs de Ligue 1 et pas la totalité en plus. Voilà, pour un produit donc voilà. Donc bon. Alors on pouvait se tromper, mais bon, ça sentait pas très bon, quoi. Mais est-ce que vous avez connaissance qu'est-ce que ce problème-là est applicable à d'autres pays? Est-ce que d'autres pays sont dans cette situation? Par exemple, je ne sais pas, vous parliez de l'Ajax tout à l'heure. Est-ce qu'aux Pays-Bas, on est dans une situation pareille, ou alors vous n'avez pas du tout connaissance de ce qui se passe là-bas en termes de droits télé ou... Non, les droits télé sont importants dans ce qu'on appelle le Big Five. Donc, c'est-à-dire, en comptant la Ligue 1, du coup. En comptant la Ligue 1, du coup. Oui, le Big Five. Ouais. Donc, on va dire Big Four plus 1. Et puis après, vous avez les autres championnats. Et là, on est vraiment nettement en dessous. C'est-à-dire que, par exemple, au Portugal, Portugal, c'est un peu différent parce que c'est négocié club par club. Mais ça représente à peu près 200 millions d'euros, à peu près, les droits télé. D'accord. C'est pas énorme. Et aux Pays-Bas, je crois que c'est une centaine de... Attends, je sais plus, j'ai les chiffres là, mais c'est encore moins, mais c'est entre 100 et 150 millions d'euros. Donc jusqu'à présent, on était vraiment très au-dessus. C'est-à-dire, par exemple, en termes de budget global, on est à peu près, pour le Big Five, on est à peu près à 20 milliards d'euros globalement. Donc c'est plus de 7 milliards pour la Première Ligue, c'est 3,5 milliards pour l'Allemagne et l'Espagne, c'est 2,8 milliards pour l'Italie, c'était 2,3 milliards pour la France, mais grâce à CVC. Et puis, directement en dessous, vous avez c'était beaucoup moins. La Hollande, je crois, qui est autour de 900 millions. Donc, vous voyez, il y a quand même encore un écart. Mais c'est vrai qu'avec 200 millions de droits télé... les résultats sont... c'est-à-dire que, je pense qu'avec... la Ligue 1, elle a toujours été la cinquième roue du carrosse. Faut pas même économiquement. Sportivement, n'en parlons pas. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de valoriser un championnat, c'est les lois en Coupe d'Europe. Faut pas oublier que c'est du football et que finalement, l'objectif d'un club de foot, c'est de gagner des titres, c'est pas de générer du profit. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est le b.a.-ba. Alors, on parle d'économie et de football, mais pour moi, effectivement, un club de foot, c'est pas du tout une entreprise comme une autre. Un club de football, ça sert à gagner des matchs. Voilà. D'ailleurs, les gens disent souvent, si on veut gagner de l'argent, il ne faut pas acheter un club de football. Exactement, mais c'est vrai. Alors jusqu'à présent, c'était vrai. Donc c'est un modèle que vous estimez pas rentable, un club de football? Non, c'est pas rentable le foot. Jusqu'à présent, c'est pas rentable. C'est-à-dire que si vous regardez depuis, alors on va reprendre les 30 glorieuses du football, les clubs n'ont pas fait de profit. Regardez, aucun profit. Ils font pas de profit. D'accord. Alors ça, c'est en train de changer. Alors bon, après vous allez me dire, oui, il y a des descriptions, par exemple Manchester United. Effectivement, ils ont réussi par des leviers de financement. Effectivement, ils récupèrent effectivement une partie. Mais c'est pas par le football pour le coup. Mais c'est pas par le football, quoi. Mais en général, les clubs ne font pas de profit. C'est particulièrement vrai en France, où si vous regardez donc la balance des opérations courantes depuis 10-15 ans,
elle est toujours déficitaire, c'est-à-dire les revenus qui sont générés par le football sont inférieurs aux dépenses qui sont dépensées par les clubs, enfin les budgets des clubs. Et donc, on compense ce déficit de la balance des opérations courantes par une balance excédentaire des transferts. Donc, c'est-à-dire qu'on vend des joueurs. Donc, qui dit vendre des joueurs, vous êtes moins compétitif, etc. Vous avez moins de titres et effectivement, le produit, entre guillemets, il est moins bon. Voilà. C'est pas facile un équilibre, mais effectivement, si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est vrai que si vous voulez faire des affaires, c'est pas dans le foot qu'il faut le faire. Alors, peut-être que c'est justement ça aussi, ça marque un peu un point de changement par rapport à cette période postmoderne du foot. Les clubs anglais, par exemple, génèrent tellement d'argent qu'effectivement, on voit quand même les clubs qui commencent à avoir des surplus financiers. Effectivement, si les clubs anglais commencent à se contraindre sur l'achat de joueurs, quelque part, effectivement, ça va finir par générer des recettes. Mais c'est vrai que c'est pas la généralité. Alors l'autre aspect qui peut changer, c'est donc, comme je disais, c'est l'arrivée des Américains, parce que les Américains, ils ont leur culture des sports américains, et le modèle économique des sports collectifs américains est complètement différent du sport européen. C'est-à-dire qu'on est plutôt libéral en Europe et ils sont très planifiés aux États-Unis. C'est-à-dire que l'économie du sport collectif aux États-Unis, c'est un système soviétique. Hein. C'est vraiment une utopie socialiste au pays du libre-échange. Enfin, jusqu'à Trump. Oui. Mais voilà, donc ça n'a rien à voir, quoi, je veux dire. Et donc là-bas, pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont compris une chose, c'est que si vous voulez donc faire des profits avec du sport collectif, eh bien, il faut le réguler un maximum. Et donc, effectivement, à partir du moment où vous négociez avec le syndicat des joueurs le partage salaire-profit, vous avez généré des profits. Mais ce n'est pas le cas en Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sorte de course à l'armement. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez gagner des titres, il faut les meilleurs joueurs. Si vous voulez les meilleurs joueurs, il faut bien les payer. Si vous voulez bien les payer, il faut les payer plus que votre adversaire. Et donc, quelque part, c'est pour ça qu'on explique le fait que l'essentiel de l'argent du foot, il va aux footballeurs. Vous parliez des Américains qui arrivent en Europe, notamment des propriétaires. Alors, moi, je suis fan de l'OL. Et du coup, on a un Américain. Personne n'est parfait. Oui, voilà, exactement. On est fiers de l'être quand même. Et même si, là, pour le coup, la situation économique est assez critique. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'une qualification en Ligue des Champions pourrait la sauver, cette situation ? Je vais donner la question, est-ce que c'est si salvateur que ça ? Souvent, on a cet argument qui est avancé haut et fort de se dire il faut à tout prix récupérer cette place en Ligue des Champions, sinon on court à notre perte. Vous parliez tout à l'heure d'un modèle qui serait... il faudrait revoir un petit peu le modèle. Je pense qu'une des dimensions qu'il faut revoir, effectivement, c'est pour les clubs, s'ils veulent effectivement diversifier leurs recettes, c'est de participer à la Ligue des Champions. Actuellement, surtout avec la nouvelle formule, si on regarde bien, le budget de la Ligue des Champions, c'est 3 milliards. La Ligue des Champions, hein, c'est à peu près 3 milliards, plus de 3 milliards d'euros. Donc c'est pratiquement une ligue, une ligue au sein des autres ligues. Surtout que oui, ça génère plus d'argent encore avec la nouvelle formule, j'ai vu. Et effectivement, avec la nouvelle formule, donc donc les droits télé sont plus importants, donc ils ont généré plus parce que c'est essentiellement des droits télé. Oui, bien sûr. Donc on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand vous regardez les budgets des clubs, eh bien, tout ce qui est UEFA, c'est intégré dans les droits télé. Si vous regardez les rapports de la NCG, ça. Donc on ne le voit pas très bien, ça. Mais quand on décompose, si vous regardez les rapports UEFA, où ils décomposent la part UEFA et la part des droits télé domestiques internationaux, vous voyez effectivement que la part de la Ligue des Champions est de plus en plus importante. Et effectivement, avec la dernière formule, je crois que au minimum, vous faisiez, si vous passiez les phases de groupe, je crois que vous arriviez je crois que le finaliste peut arriver au minimum à 80 millions d'euros, plus auxquels s'ajoutent tous les primes de match. Donc ça veut dire que le vainqueur de la Ligue des Champions, il va arriver à plus de 100 millions d'euros, quoi. Donc quelque part, vous voyez, c'est pour un budget par exemple d'un club français, c'est quand même beaucoup. Donc quelque part, c'est vrai que
L'OL, oui, l'OL, je pense que... Mais de toute façon, à partir du moment où l'OL avait investi dans son stade, bon voilà, c'est ce qu'avait dit Aulas, hein, c'est-à-dire que même si on peut se permettre d'un ou deux ans de ne pas faire partie de pas participer à la Ligue des Champions, mais bon, quand même, je pense que quelque part, c'est essentiel pour un club comme l'OL. D'autant plus que, bon, si vous regardez, vous avez dû sans doute, si vous vous intéressez à l'OL, vous avez dû sans doute regarder les comptes de l'OL. Moi, j'ai regardé les derniers comptes semestriels. Bon, la masse salariale est encore, encore supérieure aux revenus qui sont générés par le club. Donc, si vous voulez générer plus de revenus, effectivement, c'est la Ligue des Champions. Alors après, vous avez aussi des difficultés de bilan. C'est-à-dire qu'il y a le groupe, il y a une absence de fonds propres. Ça, c'est le Eagle Football Group avec la Eagle Holding. Mais la Eagle Holding, ils espèrent effectivement recapitaliser avec l'introduction en bourse à la bourse de New York, donc trouver des nouveaux investisseurs, donc augmenter leurs fonds propres. Donc ça, c'est l'autre solution. Et puis il y a aussi, alors ça, on n'entend pas, je sais pas, j'en ai pas entendu beaucoup parler, c'est la vente de Crystal Palace. Donc vraisemblablement, il y avait comme de l'argent qui arrivait de ce côté-là, mais pour l'instant, on ne le voit pas beaucoup. Mais de toute façon, en termes voilà, si on regarde les opérations courantes, voilà, l'OL a intérêt à participer à la Ligue des Champions parce que c'est quand même très très lucratif. Ouais. Moi, on avait regardé sur les différentes périodes, mais c'est vrai que sur les dernières périodes, par exemple, l'apport de la Ligue des Champions aux clubs les plus importants en Europe, hein, aujourd'hui, c'est autour avant la nouvelle formule, c'était autour de 80 millions en moyenne. Hein. Donc, donc c'était beaucoup, quoi, à partir de 2019. Oui. Et du coup, si l'OL ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, est-ce que vous craignez que ça devienne un club un peu comme Bordeaux, par exemple Alors après, même si Bordeaux n'avait pas son stade, pour le coup. Oui, c'est ça. Après Bordeaux, il faut savoir que de toute façon, les faillites sont très rares dans le foot. Hein. Ça arrive. Enfin, la disparition de clubs, ça n'arrive jamais. Donc, les clubs, ils renaissent toujours de leurs cendres. Vous avez regardé dans le passé, regardez Strasbourg. Donc, Belle saison, Strasbourg, d'ailleurs. Belle saison, Strasbourg. Belle saison, oui, c'est ça. Alors, effectivement, là, je ne sais pas si on aura peut-être l'occasion de la... Alors, ça c'est aussi une autre dimension de ce qu'on appelle l'hypermodernité du foot. C'est les nouvelles formes de propriété, donc la multipropriété. Ouais. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est récent et qui est important à noter, quoi. Avec tout ce que ça peut poser comme problème de conflit d'intérêts en termes sportifs. Par exemple. Donc voilà. Donc je pense pas que je pense que Lyon a la Eagle Holding et Eagle Football Group est quand même c'est pas les Girondins de Bordeaux. Donc je pense que mais bon après on est à l'abri de rien. Ouais. Oui, enfin bon, c'est vrai qu'il y a un actif, il y a quand même le stade, l'exploitation du stade, etc. Alors après, ils sont en train de vendre tous les actifs, justement. Pardon ? Ils sont en train de vendre tous les actifs. Ils ont vendu leur équipe féminine, ils ont vendu leur arena, là, donc, etc. Donc effectivement, c'est un peu, faut faire attention. À partir du moment où on vend les bijoux de famille, c'est un peu, ça sent pas bon, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec l'économie, quand on dit que l'OL vend sa propre équipe de football féminine ? Comment peut le comprendre la personne qui n'est pas du tout dans l'économie? Il se dit l'OL, ça va changer de nom, du coup ça peut être Lyon qui va être un club féminin, c'est un autre nom? Non, c'est-à-dire que finalement le club l'OL féminin c'est devenu un club à part qui ne fait plus partie de la holding Eagle et donc qui est la propriété de comment elle s'appelle, c'est une chinoise. Ouais, une chinoise Kang, je crois, un truc comme ça, je ne me souviens plus. Qui possède aussi, alors là, on est dans la multipropriété du côté féminin, qui possède, je ne sais plus quel club, une franchise, elle possède aussi une autre franchise, je ne me souviens plus du nom. Mais voilà, donc l'OL féminin ne dépend plus de l'OL masculin. D'accord. Voilà. Justement, vous êtes particulièrement intéressé au football féminin, c'est l'objet de votre dernier livre. Si on parle de salaire, l'équipe a sorti il y a peu de temps un papier dans lequel il montre les différences, les nivelages, en tout cas entre les salaires des différents footballeurs du championnat de Ligue 1. Le mieux payé en France chez les hommes aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé, avec le départ de Kylian Mbappé l'année dernière. 1,5 million d'euros par mois. Chez les femmes, c'est Tabitha Chawinga qui touche 80 000 euros, donc 19 fois moins. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va changer, qui doit ou pas changer? Est-ce qu'il y a une injustice? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la vision un peu historique, sociologique, etc. C'est de dire que, historiquement,
les femmes ont été pendant longtemps, elles ont été écartées des terrains de foot. Si vous regardez l'histoire de l'économie, l'histoire du football féminin, c'est le football féminin. Bon, il y a eu des joueuses dès le début du jeu. Donc effectivement, il y a eu du football féminin. C'était surtout un football de démonstration. Mais le football féminin a connu. Donc il y a eu ce qu'on appelle les premiers matchs de football féminin, c'est fin du 19e siècle. Il y a déjà des foot en Écosse notamment. Après, il y a eu un club qui a fait parler de lui, c'est le British Ladies Football Club. C'était des féministes à l'époque et des aristocrates féministes qui avaient monté effectivement un club de foot à Londres où on faisait jouer les filles du Nord contre les filles du Sud, mais c'était un football assez aristocratique, quoi. Donc, qui a eu relativement du succès. Et puis après, il y a eu effectivement le football féminin s'est développé donc en Angleterre et aussi en France au moment de la Première Guerre mondiale, parce qu'effectivement les hommes ils étaient au front et donc effectivement il y a eu les ouvrières des usines de munitions qui ont monté des clubs de football. On appelle les munitionnettes, c'est les munitionnettes qui effectivement ont développé des clubs de football et donc avec un certain succès, quoi. Donc et après la Première Guerre mondiale, effectivement, il y a eu des interdictions. Par exemple, en Angleterre, elles ont été interdites de stade. On a interdit les clubs de prêter leur stade au football féminin. En France, ça a été un peu différent. C'était plutôt une norme sociale. Il y a eu du football féminin donc, après la Première Guerre mondiale. Et ça a un peu disparu. C'est Alice Milia qui a développé ça. Donc il y a eu effectivement des matchs entre l'Angleterre et la France à l'époque. Et ça a plus ou moins disparu à partir des années 30, c'est-à-dire au moment finalement de la professionnalisation du foot masculin en 1932. Donc quelque part, effectivement, le foot féminin était un peu tombé dans l'oubli, quoi. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une injustice dans le sens où on n'a pas permis au football féminin de se développer en même temps, de manière économique. La réserve que j'ai avec ça, c'est que finalement, le foot masculin, il n'était pas très riche. Avant les années 90, on ne peut pas dire que les footballeurs gagnaient très très bien leur vie. Ils gagnaient bien leur vie pour certains, mais il y a eu quand même dans les années 60 où finalement il y a eu quand même des périodes où finalement être footballeur, ce n'était pas très très lucratif quand même. Donc voilà, donc il y a cette dimension-là. Alors après, est-ce que c'est injuste d'un point de vue économique ? D'un point de vue économique, pas trop, parce que si on regarde les revenus qui sont générés par le foot féminin, ils sont relativement faibles. Et donc, effectivement, vous parliez, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, l'économie du foot, ça fonctionne assez simplement. Enfin, simplement, même si c'est un peu complexe, mais ça marche simplement dans le sens où c'est les budgets des clubs, ils sont accaparés par les footballeurs. Donc, à partir du moment où les clubs de foot féminin ne génèrent pas de revenus, les filles ne vont pas pouvoir en profiter, quoi, quelque part. Et donc, on voit bien, c'est-à-dire que les clubs qui payent le mieux, c'est les clubs c'est les plus gros budgets. Donc, c'est l'OL et c'est le PSG. C'est l'OL et le PSG, hein, c'est mon ça. Donc, ça s'explique par cette dimension-là. Elle joue à l'OL, d'ailleurs. Shawinga, la joueuse qui est la mieux payée en France, elle joue à l'OL. Donc ça s'explique par... Voilà, tout à fait. Donc si on veut que le foot féminin se développe, il faut développer ses revenus. Et ça passe par quoi ? Alors effectivement, on a tendance à dire, oui, il y a beaucoup de gens qui analysent ça en disant, bah oui, c'est parce que c'est pas assez médiatisé, etc. Faut peut-être aller plus doucement. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que le développement du foot féminin, c'était de la formation déjà, pour améliorer effectivement, entre guillemets, le produit. C'est la professionnalisation, parce qu'il faut qu'effectivement permettre aux jeunes filles de vivre de leur football et de manière décente. Et puis après, la médiatisation, ça arrivera après. Et donc, à partir du moment où vous avez plus de médiatisation, etc., effectivement, vous allez générer plus de revenus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, souvent, on dit, les États-Unis, oui, c'est le pays du football féminin. Bon, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où, d'un point de vue économique, le soccer masculin génère plus de revenus que le soccer féminin. Hein. Quand on voit les joueurs qui y sont maintenant. Oui, non, mais et puis ça a toujours été. Hein. Simplement, on avait, nous, cette vision du foot féminin qui... Et en plus, il y a eu plusieurs championnats aux États-Unis. Et la plupart des championnats, ils ont fait des championnats féminins, ils ont fait faillite. Hein. Il y a le dernier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la croissance du football économique, enfin de l'économie du football féminin aux États-Unis, c'est uniquement à partir des années 70. Hein. C'est pas non plus très très vieux, même s'il y avait aussi des équipes au tout début du XXe siècle. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a vraiment une croissance du foot féminin et un engouement pour le foot féminin aux États-Unis qui est assez impressionnant, quoi.
C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas pour le foot masculin, Oui. mais pour le foot féminin, j'ai regardé les derniers chiffres. Si vous regardez donc la NWSL, en 2022, je crois, on était en revenu, on était à peine à 10 millions par franchise, donc je crois qu'il y en a 14. Et l'année dernière, on était à presque 15 millions de revenus. Avec des clubs comme les Angel City, par exemple, et puis San Diego, je crois, qui sont à près de 40 millions d'euros de budget. San Diego, d'ailleurs, qui est d'abord une franchise féminine, et avant de faire sa franchise masculine qui arrivera en MLS l'année prochaine, je crois. Tout à fait, Donc, oui, tout à fait. Et avec effectivement, avec presque 20 000 spectateurs dans les stades, avec des droits télé qui ont été multipliés par je ne sais pas combien, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près à 60 millions annuels. Donc avec finalement des recettes billetterie, parce qu'effectivement aux États-Unis, l'essentiel des revenus des clubs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est ce qu'on appelle les revenus match day. Quoi. C'est 80, Ouais. Jusqu'à une date récente, c'était pratiquement 80% des revenus des clubs qui étaient générés par la billetterie au sens large. Et si vous regardez Angel City, donc au départ, ça a été porté, l'engouement autour d'Angel City, ça a été effectivement un club féministe géré par essentiellement des femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient actionnaires, notamment beaucoup de people, beaucoup d'anciennes joueuses, et notamment Nathalie Portman qui portait un petit peu ce projet-là. Donc il y avait tout cet engouement autour de ce club d'Angel City. Il a été vendu l'année dernière, il a été vendu 250 millions de dollars. Donc vous voyez un petit peu C'est énorme pour un C'est club énorme. féminin. Et donc actuellement, les franchises américaines de soccer féminin, en moyenne, c'est 100 millions de dollars. Donc vous voyez un petit peu, essayer de vendre un club de Ligue 1 100 millions, ça va être compliqué. Donc voilà, donc finalement, il y a ça se développe. Alors, en termes le problème en France du football féminin, ça va être, là, je lisais un article récent, c'est-à-dire que la plupart des clubs masculins veulent abandonner leur section féminine. Ouais. Ils veulent les vendre. Justement, j'avais une question. Est-ce que votre sentiment, c'est que l'investissement des clubs dans le football féminin, il est fait, alors, je me permets l'expression, par acquis de conscience, pour se dire qu'on a aussi une section féminine, ou alors il y a un réel investissement dans les sections féminines aujourd'hui des clubs de football? Je peux pas vous répondre. Voilà. Je connais pas les motivations personnelles des présidents de clubs qui veulent gérer. Je pense qu'il y a effectivement un effet aussi de période, enfin d'époque. Je pense qu'effectivement c'est bien et c'est tout à fait normal. C'est indispensable même. C'est indispensable, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est ce que déclarait Aulas, par exemple, effectivement. Et lui, quand il a acheté, là, parce qu'il avait acheté, avant que l'OL soit vendu à des Américains, l'OL avait racheté une franchise américaine. Ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais c'était l'OL Reign. C'est ça. Et donc, quand il avait acheté la franchise, il l'avait acheté, je crois, entre 4 et 5 millions. C'est vous qui connaissiez bien l'OL, vous êtes au courant des chiffres. Et ça a été revendu 50 millions quand même, donc, et en très peu de temps. Ah bah oui, carrément. Je me demande si c'est pas en 2-3 ans. Je ne sais plus en quelle année il l'avait acheté, mais enfin bon, là, ça a été revendu l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais, effectivement, ça a été revendu 50 millions d'euros. Donc vous voyez, déjà là, il y avait, je pense que, et quand on l'interviewait à l'époque, il disait effectivement, il disait pas qu'il faisait ça pour l'argent, parce que bon, il y avait aussi toute cette dimension d'essayer d'avoir un pied aux États-Unis pour essayer de récupérer comme les joueuses, parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'était pas le début de la multipropriété. Alors, oui, on peut voir ça comme ça, mais bon, la multipropriété, oui, tout à fait. Alors, ça commence à 2. Alors, c'est pas le début de la multipropriété. La multipropriété, c'était début des années 90. Bon, il y a eu des clubs satellites. Il y a eu des clubs satellites. Oui, il y a eu c'est Enic, le plus gros à l'époque. Et il y avait quelques milliardaires qui possédaient plusieurs clubs, mais l'exemple le plus typique, c'est le Enic, c'est-à-dire un des actionnaires de Tottenham qui possédait le Prague, qui possédait Venise et puis l'AEK Athènes. Il y a eu des problèmes déjà à l'époque, parce qu'effectivement, ils se sont retrouvés dans la même compétition. Donc, des conflits d'intérêts. Il y a eu des conflits d'intérêts. Vous parlez de gains d'intérêt pour le football féminin aux États-Unis. Vous pensez que c'est spécifiquement pour le football féminin, ou est-ce qu'il y a de manière générale un intérêt qui se développe aux États-Unis et dans dans les nouveaux marchés émergents de consommation, en Asie, je pense notamment Voilà. Ouais, votre question est intéressante. Je pense que c'est un phénomène global. C'est-à-dire que c'est à la fois, je pense qu'il y a à la fois une augmentation, enfin une croissance du soccer masculin, ça c'est clair, le nombre de franchises, l'engouement autour de Beckham qui rachète l'Inter Miami, le fait que vous avez de plus en plus...
Oui, voilà, oui, je vais y venir. Effectivement, de plus en plus de joueurs qui, alors même si ça a été, même en ASL dans les années 70, etc. Il y a eu des grands joueurs aussi. Il y a eu Cruyff, on parle de Cruyff tout à l'heure. Il y a Cruyff qui a joué, Georges Best, Pelé. Il y a eu Pelé, il y a eu Beckenbauer, il y a eu Gerd Müller, il y a eu Gonzalo Higuain. Puis plus récemment, c'est plus récent. Ouais, il y a David Villa aussi, Pirlo. Il y en a eu, oui, il y a eu Ibrahimovic, enfin voilà. Mais le phénomène nouveau, c'est qu'il y a maintenant des jeunes joueurs européens qui vont jouer là-bas. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Donc il y a un engouement autour du soccer. Et nous, on a fait justement le deuxième volume de l'argent du foot. C'est sur l'Amérique du Nord. Comment ça fonctionne, etc. Mais voilà. Historiquement, pourquoi ça n'a pas eu de succès? Bon, ça s'explique. Il y a différentes explications. Il y en a que dit c'est culturel, etc. Il y a aussi une dimension économique. Vraisemblablement, ils n'ont pas choisi le bon modèle économique. Ils ont voulu faire effectivement calquer un petit peu leur modèle économique sur les autres sports collectifs américains. Ils ont sans doute oublié le fait que le football, il y avait de la concurrence avec l'Europe, quoi. Donc quelque part, si vous payez pas les joueurs, ils vont aller jouer, ils vont ailleurs. Voilà. Donc, mais néanmoins, ils ont compris ça. Et quand on entend Beckham maintenant, ce qu'il veut, lui, Beckham, c'est assez drôle. Hein. C'est-à-dire qu'il veut supprimer le plafond salarial. Parce qu'il a bien compris qu'effectivement, ça va être compliqué. Alors, effectivement, il y a des entorses au plafond salarial. Hein. C'est un soft salary cap, c'est-à-dire que vous avez les joueurs désignés, vous avez aussi des allocations, etc., qui vous permettent de dépasser le... Mais néanmoins, il y a quand même cette décision au début de chaque saison, c'est-à-dire le plafond salarial en termes absolus et non pas en termes relatifs. Parce que, voilà, c'est pareil, quand on entend parler de plafond salarial, ici, salary cap, et que simplement on dit c'est simplement ne pas dépenser 70% de son revenu, oui, mais à la limite, c'est ce qui devrait être raisonnable, quoi. Donc quelque part, c'est pas un vrai salary cap. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a différentes choses qui expliquent aussi l'engouement. Il y a de plus en plus d'engouement pour le soccer aux États-Unis, même s'il y a toujours eu quand même une certaine culture du soccer. Hein. Le futsal avait beaucoup de succès. Le foot féminin avait un peu plus de succès, etc. Donc, en plus, dans les lycées, c'est beaucoup joué. Si vous regardez, par exemple, je sais pas, le Cercle des Poètes Disparus, par exemple, ils jouent au soccer. Hein, ils jouent pas au foot américain. Et donc, il y a effectivement, je pense, alors ils ont déjà organisé une Coupe du Monde en 94, et puis effectivement l'accord qu'ils avaient avec la FIFA, avec la FIFA, c'était de créer un championnat qui, c'est là qu'a été créée la MLS en 96. Et donc il y a effectivement cette Coupe du Monde qui attire l'intérêt des Américains. Il y a aussi les Jeux Olympiques de Los Angeles, où là, vous allez avoir le foot féminin, quand même. Le foot féminin qui est effectivement... parce que bon, il y a la Coupe du Monde féminine, mais quand même, une des compétitions féminines les plus regardées, c'est quand même les Jeux Olympiques. Ouais, hein. Et puis, il y a aussi... alors, je ne sais pas s'ils ont réussi à l'obtenir, mais ils sont aussi candidats pour l'organisation de la Coupe du Monde féminine en 2031, je crois. Oui. D'accord. Donc, tout ça fait que voilà, il y a une sorte d'engouement. Alors... La poule et l'œuf, est-ce que finalement c'est pour ça, c'est de nouvel intérêt que les Américains viennent en Europe? C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de propriétaires américains dans le football européen. C'est énorme. C'est les investissements. Je crois qu'il y en a. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y a la majorité des clubs de première ligue sont possédés par des intérêts américains et notamment des fonds d'investissement. Donc ça, c'est vrai que c'est une autre tendance actuelle de l'économie du football. Donc après, est-ce qu'ils s'intéressent? Est-ce que c'est parce qu'ils organisent la Coupe du Monde qui viennent en France, ou est-ce qu'ils sont intéressés par des intérêts économiques? Bon, sans doute un peu les deux, mais bon, on ne peut pas séparer les deux tendances, quoi. C'est étonnant que les Américains investissent dans une industrie qui n'est pas rémunératrice de ce que vous disiez. Exactement. Alors ça, est-ce que... Surtout les fonds d'investissement. Tout à fait, parce que c'est des investissements à moyen terme. Alors, il y a
Il y a différentes façons de voir les choses. Il y a un cabinet comme Bloomberg qui a dit effectivement, si vous voulez investir dans le foot en Europe, il faut investir dans des clubs un peu sous-cotés. C'est-à-dire, il trouve que, je pense qu'il pense que les clubs sont sous-cotés déjà, qu'ils peuvent acheter des clubs et qu'ils peuvent les revendre plus cher. Ça c'est un peu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez acheter des clubs de division de Ligue 2, etc., parce qu'il y a un système de formation, etc., et que vous pouvez éventuellement le revendre plus cher après, etc. Il y avait aussi, je pense qu'il y avait aussi l'espoir que les droits télé allaient se développer. En France, c'est un petit peu raté. Pourquoi ils viennent aussi en France beaucoup ? C'est parce que c'est moins cher qu'en Première Ligue, de toute façon. Donc il y avait cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on achète des clubs en difficulté, on achète des clubs qui peuvent être promus, parce que si vous êtes promu, c'est tout de suite une plus-value. Vous achetez des clubs formateurs, parce que vous pouvez éventuellement faire des plus-values sur les joueurs. Et puis, si vous voulez éviter ce genre de risque, vous investissez dans les ligues. Ouais. Et c'est ce qu'a fait CVC. Alors, c'est pas un fonds américain, c'est un fonds luxembourgeois. Mais qu'est-ce que fait CVC ? CVC, la Ligue a vendu des parts de sa société commerciale où vous touchez un pourcentage, non pas des dividendes, mais des revenus. C'est bien, c'est super ça comme investissement. Bien sûr. Ça veut dire qu'il n'y a pas 18 clubs en Ligue 1 actuellement, il y en a 19. Il y a CVC. Parce qu'ils touchent 13% par an des revenus que génère la Ligue. Donc voilà, donc après, 13%. Je suis joueur au CVC, moi. T'es numéro 8 ? Numéro 8 du CVC. Et en plus, là jusqu'à présent, il n'y a pas eu de versement de la Ligue. Si, je crois peut-être l'année dernière, ou c'est peut-être cette année. Mais là, c'est plus que 13%, ça va être 20%. Donc, il ne va pas rester grand-chose. Ah oui, il ne va pas rester grand-chose. Donc, c'est vrai que j'entendais Guardian à l'after il y a 2 jours. Effectivement, il estimait à peu près que il va rester combien ? Ils ne savent pas trop encore. Et il valorisait la Ligue 1 à peu près à 200 millions. Donc 200 millions, on se rapproche du Portugal. Mais oui, est-ce que du coup, peut-être une dernière question, est-ce qu'on est toujours la 5e roue du carrosse finalement ? Oui, et puis pour l'instant, il faudrait la regonfler un peu. Il faudrait juste la regonfler. Elle est un peu dégonflée là. J'avais une question parce qu'on parle des investissements. Même la roue de secours. On parle des investissements américains en Europe. Quid des l'émergence plutôt de l'Arabie Saoudite. Là, on est sur autre chose. On est bientôt sur des États qui viennent. Oui, là, c'est des clubs États. Là, c'est vraiment des économies à part. Les clubs États, c'est vraiment open. Ah oui, par rapport à leur motivation. Oui, bien sûr. Mais le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, là, on est dans une logique complètement différente. Mais là, c'est ce que vous aviez. C'est le phénomène sur lequel vous aviez travaillé. C'est le soft power. Bien sûr. C'est pour éventuellement développer des. C'est un peu comme les milliardaires, des fois, qui voulaient développer leurs affaires. À côté, on possède un club de foot, on ne fait pas d'affaires, on ne fait pas de bénéfices sur le club de foot, mais on développe ses affaires à côté, etc. C'est une vitrine qui permet justement de développer ses affaires. On sait très bien que les pays du Golfe, c'est effectivement, c'est entre guillemets du soft power, c'est aussi pour diversifier leurs activités économiques, c'est essayer de développer le tourisme. Voilà, le foot, c'est une vitrine qui leur permet de ça a été. Le Qatar, c'est vraiment l'exemple archétypique. C'est-à-dire, pourquoi ils ont acheté Messi, c'est pas pour du sportif, on le sait très bien. C'est effectivement parce qu'il y avait les Coupes du Monde après, etc. Ça permettrait d'avoir une vitrine plutôt. Donc quelque part, voilà. Donc c'est pour ça effectivement on est revenu peut-être à plus on est plus sur le revenu sportif, parce qu'ils sont. Mais quelque part, oui, ça n'a rien à voir. Et puis là, c'est vrai. Alors il y a des, je crois qu'il y a des procès en cours sur le fait qu'effectivement il y avait. Je pense qu'il y a des clubs, je ne sais plus qui a apporté ça à la Cour européenne de justice. Il y aurait une distorsion de concurrence. À partir du moment où vous avez un club État, effectivement, c'est un peu différent. Bon, je ne suis pas sûr que ça aboutisse. Mais, bon, voilà. Pas certain mais quelque part, on voit bien, là, c'est vrai que c'est open bar. Il n'y a plus de limite. Alors après, bon, il y a eu fair play financier. Au début, oui. Qui a permis. Oui, mais d'accord, mais c'était quoi ? C'était en dire, fair play financier version 1, c'était vous devez générer autant de revenus que vos dépenses, moyennant effectivement une moyenne sur 3 ans, etc. Mais le fair play financier 2.0, on se rapproche plus de la DNCG, c'est-à-dire que c'est plus un critère de solvabilité qu'un critère de profitabilité. Donc finalement, ça va être beaucoup plus souple, quoi. Donc bon, après, il y a les problèmes
qu'il y a eu aussi, tous les recours qui ont été faits, au niveau des ligues nationales, c'est les problèmes de Manchester City, parce que ils ne sont pas sortis de l'affaire. Oui, du PSG, à un moment, effectivement, dire qu'effectivement, les revenus commerciaux, quoi, parce que effectivement, quand vous avez un club qui est acheté par les fonds souverains et qui eux-mêmes fournissent les revenus commerciaux, après, ça marche comme ça. Du coup, vous êtes supporter de qui finalement? Parce que FC Nantes. FC Nantes. Vous allez vous maintenir. Mais quand on est un vrai supporter, il faut revenir en arrière. Oui, le FC Nantes des années 70, c'est un très grand club 8 français. clubs. Oui, c'est. Et puis l'année 80. Alors effectivement, sans doute cette année, ils vont pas de leur. Je pense ils vont battre le record du FC Nantes d'invincibilité là, mais bon. Peut-être, oui. Je pense que oui. Une défaite. Et ils jouent Strasbourg encore, je crois. Moi, je place beaucoup d'espoir en Strasbourg. Oui. D'ailleurs, on avait en 94-95, la seule défaite qu'on a eue, c'était contre Strasbourg. Et voilà. 1-0. C'est un signe. Je pense que c'est un signe. C'est une prophétie. On verra, on en reparlera. On a parlé du football professionnel depuis tout à l'heure, mais le football n'est pas que professionnel. Aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui se développe, qui est ce qu'on retrouve avec la Kings Cup, avec tout le football sur Twitch, etc., avec des acteurs même qui viennent du football pro, comme Piqué, qui s'investit dans ces projets-là. Qu'est-ce que ça raconte sur le football et sur l'évolution de la consommation du produit football? Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Je pense que c'est effectivement. Alors, est-ce que ça va avoir un succès à long terme? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un succès, c'est un certain succès, effectivement. Bon, après, vous avez, si vous regardez par exemple, c'est un peu le cas de tous les sports. Il y a souvent des ersatz un petit peu il y en a au rugby, il y en a au volley, etc. Ça s'est un peu développé. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a l'e-sport qui se développe aussi pas mal. Bon, je ne sais pas quoi vous dire d'un point de vue économique. Je ne sais pas trop encore comment ça va évoluer. Mais c'est pas inintéressant. Mais bon, voilà. Après, il faut laisser le temps de voir si ça retombe, quoi. Voilà, c'est peut-être un engouement un peu temporaire. Bon, quand on parle du football, voilà, c'est quand même voilà, c'est né à la fin du 19e, quoi. Donc, ça a toujours eu autant de succès. C'est quand même quelque chose un petit peu à part. Alors peut-être que ça va s'éteindre, mais on n'en dit pas encore. Effectivement, alors on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais un petit peu. Mais voilà, comment ça va évoluer. Le dernier aspect, donc on a dit multipropriétaire, arrivée des investisseurs, et puis il y a quand même une tendance à restructurer un peu les compétitions aussi. Et donc on voit bien que une volonté de redéfinir un peu ce qui était déjà établi. Alors effectivement, là, on parle de Super League, de ligue fermée. Même si l'UEFA a réussi un petit peu à contre-attaquer à ce niveau-là, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et est-ce que c'est un mal d'un point de vue économique? Bon, est-ce que c'est vraiment quand on voit un peu les font partie de cette ligue-là, ils vont gagner. Moi, j'ai regardé un petit peu la concentration des titres de champion. C'est vrai dans tous les. Il y a pas qu'en France. Hein. C'est vrai à peu près. En Allemagne, c'est un peu toujours le Bayern qui gagne. En Espagne, c'est toujours les deux. En Italie, c'était souvent la Juventus à une époque. Ça a un peu changé. Ça change. Alors en Angleterre, c'est un peu moins vrai, mais néanmoins, quand même, Manchester City, sur les 10 dernières années, ça a quand même été très fort. Donc on voit bien que la tendance, c'est plus. Les championnats sont souvent à deux vitesses, quoi, un peu dans toute l'Europe. Est-ce que c'est absurde de créer une sorte de championnat européen? Pas forcément. Alors après, d'un point de vue économique, ce qui serait intéressant à regarder, c'est effectivement, la culture européenne, c'est quand même la culture de la promotion-relégation. Et donc, il faut éviter de fermer les ligues. Ouais. Ça, je pense que c'est de mon point de vue, c'est un élément essentiel. Parce qu'effectivement, quand on ferme les ligues, alors, fermer les ligues, c'est-à-dire quand on dit la ligue fermée, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le championnat qui est fermé, c'est aussi toute la gestion, toute l'économie de la ligue. C'est-à-dire que la structure de propriété est différente. Il y a le salary cap, il y a aussi il y a la redistribution des revenus, etc. Non, il faut éviter effectivement qu'il y ait il faudrait aussi qu'il y ait une politique de redistribution. Si vraiment il y a une Super League, il faut vraiment qu'il y ait une politique de redistribution. Sinon, ça va être compliqué pour la deuxième division. Mais néanmoins, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que
championnat, un titre de champion, si on enlève les plus gros, est-ce que ça sera perdre d'intérêt? J'en sais rien. Mais justement, pour rebondir sur cet aspect de ligue fermée, on a pu voir en une actualité récente, on sent que la NBA, on parle encore des Américains qui viennent en Europe, décidément ils veulent encore le faire davantage dans le sport, on parle de la NBA qui s'implanterait en Europe. Donc il y aurait une sollicitation des clubs, du PSG, du Manchester City, d'autres entités, desquelles la NBA serait rapprochée pour leur dire écoutez, construisez une équipe de basket et nous on va faire une ligue européenne. Qu'est-ce que ça dit en tout cas? Est-ce qu'ils veulent faire une ligue fermée en NBA? Bien sûr. Ils ont cette culture-là, de fermer les ligues parce que c'est. Je vous dis, ils ont compris que Mais c'est eux qui vont décider. Voilà, nous on veut le PSG, on veut le Bayern, on veut ces clubs-là. Mais s'ils trouvent des volontaires, qu'est-ce que vous voulez faire mais... quelque part. Mais c'est vrai que c'est leur culture, c'est de dire si vous voulez. Que les ligues soient profitables, il faut effectivement les fermer, etc. Parce que ça vous permet de gérer votre masse salariale, ça vous permet de dégager du profit, etc. etc. Donc, d'une certaine manière, ils arrivent avec leur culture. Je vous dis, pourquoi ça n'a pas marché dans le foot? C'est parce que c'est le foot européen qui fonctionnait. Donc, ils étaient vraiment ouverts à la concurrence. Donc, ça n'a jamais tellement fonctionné. Mais le reste des sports aux États-Unis, c'est quoi? C'est des sports américains. Le football américain qui s'exporte mal. Le hockey, même le basket à la limite. Même le basket, au départ, c'est quand même très américain. Très américain. Et le baseball, n'en parlons pas. Alors effectivement, il y a quelques pays à côté, mais c'est quand même essentiellement américain. Donc à partir du moment où vous avez le monopole, vous pouvez le gérer comme vous voulez. Le soccer, le football, c'est un peu différent parce que c'était un sport européen. Pour revenir un peu plus sur vous, très brièvement, et puis je pense qu'on va clore dessus petit à petit. Aujourd'hui, vous faites toujours de l'épargne? Vous êtes toujours en train de un petit peu. Je fais un peu de finance des ménages. Oui, effectivement, je m'intéresse au marché. Je travaille sur le marché boursier, les investissements. Mais c'est le marché boursier. Je travaille un petit peu. C'est un sujet tendance là en ce moment. On est en plein cœur de l'actualité. C'est ça, oui. C'est-à-dire les questions qu'on se posait, c'est pourquoi les ménages n'investissaient pas assez en bourse, madame. Alors on a la réponse. Pas forcément, parce que si vous regardez à long terme, c'est pas totalement vrai, mais bon. Ça c'est la première question. Et la deuxième, moi je m'intéresse beaucoup aux préférences des agents, c'est-à-dire leur comportement face au risque et au temps, c'est ce qu'on appelle l'aversion au risque. Qu'est-ce qui explique le fait que vous prenez des risques ou pas et comment le mesurer. Et donc ça, c'est une dimension sur laquelle je fais encore des recherches. Et puis ce qu'on appelle la préférence pour le présent, c'est-à-dire le fait que vous privilégiez la consommation par rapport à l'épargne. Donc qu'est-ce qui explique ce genre de choses et comment essayer de le mesurer. Alors effectivement, c'est la citation de Georges Best que je fais souvent les rapprochements entre les deux, parce que Georges Best qui disait tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai dépensé dans les voitures, l'alcool et les filles, le reste je l'ai gaspillé. Donc je cite souvent cette... C'est pas très politiquement correct, je sais, mais enfin bon, moi Georges Best, c'est vraiment... Oui. On manque de joueurs comme ça aujourd'hui. C'est vraiment, pour moi, c'était vraiment quelqu'un de... C'est vraiment quelqu'un intéressant, quoi. Si vous regardez 5e Beatles, etc., c'est quelqu'un qui a une vie intéressante. Ouais. C'est quand même un joueur qui a donné son nom à un aéroport, quand même. Hein. Donc c'est vrai. Il y a Ronaldo aussi qui l'a donné à un aéroport. C'est pas le même aéroport. C'est pas le même, pardon. Donc voilà, donc toujours de l'épargne un peu ça. Et puis je m'intéresse aussi un peu à ce qu'on appelle la littératie financière, c'est-à-dire effectivement, c'est un petit peu essayer de voir ce qui cloche. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'économie comportementale, c'est-à-dire tous les biais un petit peu qui sont liés aux décisions des ménages. Biais cognitifs, par exemple ou... Oui. D'accord. Et donc il y a ça. Par exemple, si vous voulez, alors j'ai fait un truc assez intéressant dernièrement, c'est que je me suis intéressé. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'était les fan tokens, par exemple. Si ? Non. C'est Socios.com au PSG. Ah oui, d'accord. Okay. Il y a deux clubs qui ont des fan tokens en France, c'est Monaco et le PSG. Donc il y a une grande tendance. À un moment, quand Messi est arrivé, il a négocié une partie de son salaire en fan token. C'est une sorte de crypto-monnaie qui est liée au club. D'accord. Et donc, à un moment, en 2001, ça a eu 2021, ça a eu vraiment un très fort engouement, etc. Bon, c'est redescendu complètement. Depuis l'époque des NFT aussi, non ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est la même chose, sauf que plus, ça, ou... là, ils sont tangibles. C'est
des fongibles, de jetons fongibles. C'est-à-dire que c'est coté en bourse. Okay. Donc, c'est coté en bourse sur une plateforme qui s'appelle socios.com. Et ce qui est intéressant, alors, ça a été fait dans le cadre, vous citiez les clubs qui étaient cotés, ça a été fait, c'est-à-dire qu'on regarde comment expliquer le prix de ces actifs très spécifiques qui sont liés au football. Donc voilà, vraiment, on est vraiment à l'intersection de mes deux champs de recherche. Hein. C'est génial. Et donc, ce qui est marrant, alors, pour répondre à votre question, les biais cognitifs, c'est effectivement quand vous avez un fan qui investit sur une action liée à un club de foot ou sur un fonds de token, il y a des biais cognitifs dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on voit effectivement, que par exemple, le fait que quand les clubs gagnent, hop, le cours monte. Mais quand les clubs perdent, le cours descend beaucoup plus que quand il y a des victoires. Donc vous voyez, il y a une asymétrie entre les victoires et les défaites. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, parce que c'est pas normal, entre guillemets. Voilà. Okay. Donc, moi, j'avais une question vraiment très curieuse, parce que c'est pour voir un peu l'arrière-boutique de tout ça. Vous faites partie de ces personnes, quand on lit un article, souvent vient d'autres personnes aussi également, mais votre voix, votre nom qui apparaît pour dire, voilà, selon l'économiste Lucas Rondel. Comment ça s'est passé, en fait, cette arrivée où aujourd'hui les médias viennent vous consulter, prendre l'information, prendre le pouls auprès de vous pour, je ne sais pas, peut-être légitimer leurs propos ou donner plus de corps à leur article. C'est vos livres qui ont généré cela, ou c'est juste parce que vous êtes chercheur au CNRS, que c'est une entité reconnue, qu'on vient vous voir, qu'on toque à la porte et on vous dit, bon, on veut votre avis, monsieur Rondel. Je dirais les deux, mon capitaine. Hein. Donc, il y a deux choses. Je pense que quelque part... je pense que le point de départ, c'est notre livre avec Richard Duhautois, L'argent du foot, qu'on a écrit en 2018. D'accord. Bon, alors effectivement, on a mis du temps un peu. Alors avant, on avait sorti quelques articles, etc. Mais voilà, on n'avait pas trop. Livre qui a... Alors le livre, c'était parti d'une idée, c'est-à-dire qu'il y a un auteur, il y a un économiste américain qui s'appelle Stefan Simensky, qui publie régulièrement un livre qui s'appelle, je vous le conseille, hein, si vous vous intéressez à l'économie du football, qui s'appelle Soccernomics. C'est lui qui a vraiment lancé un peu. C'est vraiment lui qui a développé le champ de l'économie du football. C'est-à-dire qu'il était économiste, effectivement, et donc il a eu plus de succès que nous en France, parce que aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, l'économie du sport est beaucoup plus valorisée d'un point de vue académique qu'en France. Et puis il a su utiliser le football pour faire des articles un peu généraux en économie, etc. Donc c'est lui qui a lancé ça. Donc il a publié un livre qui s'appelle Soccernomics, qu'il a publié avec un journaliste qui s'appelle Simon Cooper, effectivement, qui un peu il y a beaucoup de choses que je reprends, que j'ai lues dans son livre, etc. Enfin bon, c'est des choses effectivement qui sont développées de manière assez générale. Et il a aussi écrit un autre bouquin qui s'appelle Money on Soccer. Voilà, donc. Et nous, on a dit, on va faire la même chose pour la. Alors c'est un peu différent, on n'a pas fait du tout la même chose, mais on a dit, effectivement, en France, il y a très peu de choses sur l'économie du foot, et donc à part effectivement ce bouquin que je citais au début, c'est-à-dire de Bastien Dreux, l'économie du foot professionnel, mais qui reste un peu académique. On a dit, on va écrire un bouquin là-dessus sur l'argent du foot. Donc on avait 4 chapitres. Hein. Il y avait les propriétaires, les revenus, les fans et puis le marché du travail. Donc à partir de là, et donc alors c'est donc on a publié ça aux éditions du Supremap, et ce qu'on a fait, c'est Daniel Cohen qui était un économiste qu'on voyait beaucoup à la télé, je ne sais pas si qui est mort récemment, mais bon, et qui avait décidé de mettre ce livre-là gratuitement en téléchargement, gratuitement sur le site du CEPREMAP. Ce qui fait que ça a été énormément diffusé. D'accord. Donc quelque part, c'est à partir de là qu'il y a eu beaucoup de sollicitations. D'accord. Et puis, alors, deuxième chose, effectivement, le fait, quand vous avez la carte CNRS, ça automatiquement, on vient... Ça vous donne une légitimité académique. Voilà. Ça ne vous ouvre aucune porte, ça vous enferme plutôt. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a aucune... Voilà, autant, effectivement, on nous demande conseil sur des... Voilà, pour des questions économiques.
Mais ça nous ouvre très peu de portes sur les émissions. Très, très peu. Moi, j'ai dû être invité une fois à l'after. Mais par contre, l'after, ils ont quand même... c'est une des seules émissions où ils font quand même venir des gens du milieu académique. Mais au niveau des instances, c'est portes closes. Là, je veux dire, par exemple, à la FFF, par exemple, là, ils ont lancé je ne sais plus comment une commission. Oui, c'est ça. Commission, là, Diallo a lancé une commission de réflexion sur l'avenir du foot économique. Aucun académique. Donc, c'est-à-dire que c'est pas grave. Hein, la LFP non plus, d'ailleurs. La LFP non plus. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est pas du tout. C'est factuel. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on donne aux gens qui ont géré le foot et qui expliquent, qui sont un peu responsables de la crise actuelle, qui sont amenés à réfléchir sur l'avenir. C'est un peu dommage parce que finalement, moi je pense que j'aurais lancé des grandes grandes réformes. Non, mais c'est-à-dire essayer de rassembler les différents acteurs du foot, donc les présidents de clubs, les joueurs, puis les académies, les chercheurs, les universitaires aussi. Les gens, c'est le métier aussi, tout ça. Les journalistes aussi. Un peu des grandes assises, du football. Et puis je pense que quelque part, ça aurait été beaucoup plus intéressant, quoi. Mais bon. Mais pas de sollicitation forcément, en tout cas. Non. Donc voilà, on est sollicité, mais il y a vraiment. Mais vous avez des contre-exemples où dans d'autres pays, peut-être, ils auraient été sollicités pour. Ah oui, en Angleterre, vous avez. Mais ça se voit dans les clubs. Les clubs, il y a alors je sais pas comment ça se passe. Les clubs. Il y a parce qu'il y a deux choses. Bon, il y a l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect data. Je veux dire, les data, je ne sais plus comment ils appellent, les ingénieurs data, parce que ça se développe énormément. Alors, je pense que les gros clubs le font actuellement. Je veux dire, tout ça, le PSG, je pense que même Lille, ils doivent avoir des cellules. Je sais qu'à Marseille, il y en a une. Des data analystes. Data analytics. À Lyon aussi, il y en a une. Oui, je pense que les gros clubs le font. Mais bon, normalement, il devrait y en avoir. En Angleterre, il y en a partout. Donc, finalement, il y a cette formation-là. Il y a des pays qui sont en avance. Et en Angleterre, il y a énormément. Effectivement, il y a le lien entre les clubs de foot et les universitaires. Il y a énormément de chaires de football en Angleterre, dans les universités. Et puis aussi en Allemagne aussi, il y a pas mal de financement. En Italie aussi, je crois. Alors, en Italie, je ne sais pas, mais en France, alors là, c'est vraiment le calme plat. Hein. Mais c'est une différence culturelle, sûrement. Et puis... puis je pense qu'il y a pas cette, je pense qu'il y a cette méfiance vis-à-vis du corps académique, quoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est la parole. Et puis il y a aussi, puis il y a aussi le fait de dire nous on sait, vous. Oui, c'est un peu chasse gardée, quoi. C'est notre sujet. Non, mais même vous. La soupe est bonne. La soupe est bonne. Non, mais c'est même pas ça. C'est que je pense que quelque part, il y a cette croyance des gens qui savent mieux. Mais peut-être. Ils sont acteurs du milieu, en tout cas. Simplement, moi je dis pas que j'ai raison, etc. On essaye d'analyser le fonctionnement, etc. On essaie d'apporter un éclairage sur la façon dont ça fonctionne. Ma foi, c'est bien. On a fait alors, parce que là, on parle un petit peu d'économie du foot en général, mais ce qu'on fait aussi quand on fait de la recherche, c'est des points beaucoup plus précis, par exemple. Des questions, etc. Donc, on a fait, par exemple, on a travaillé, par exemple, sur les séances de pénalty, par exemple. C'est une loterie ou pas, alors ? Non, bien sûr que non, c'est pas une loterie. C'est un exercice très, très psychologique. Et donc, on a fait, par exemple, il y a une controverse académique qui dit, par exemple, l'équipe qui tire en premier, elle a plus de chances de gagner sans tirs au but. Vous savez ça ? Non. Vous n'avez pas vu ça ? Donc, c'était 6 chances sur 10 par rapport à 5-5. D'accord. Et donc, ça, il y a une controverse académique en disant, que finalement c'était pas forcément vrai, etc. Et donc nous on a fait un article, on a regardé en France, effectivement, on s'est aperçu que c'était pas vrai, que c'était 50-50. Donc effectivement c'est à peu près plus probable d'un point de vue global. Puis après il y a différentes choses qui permettent d'expliquer la réussite d'un tir au but ou pas, quoi. C'est-à-dire l'enjeu, par exemple, le stress. Enfin oui, tout à fait, c'est ça. Le niveau mais du c'est gardien. pas lié. Oui, alors alors là en ce moment, oui c'est marrant parce que en ce moment il y a je travaille avec des élèves de l'école polytechnique, des X, là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont un projet à faire là-dessus.
Donc, alors oui, ça commence à venir, parce que c'est comme ça que ça viendra. Normalement, mais le problème, c'est que moi, ma carrière, ça se termine bientôt, donc c'est dommage. Mais je pense qu'effectivement, ça va se développer. Donc là, on a été sollicité par des passionnés de foot qui étaient à l'X. Donc il y a 2 ans, ils ont travaillé sur le marché des transferts. Et là, ils ont travaillé sur les pénaltys. Donc par exemple, ils ont regardé un petit peu comment se comportait le gardien. Ils ont perçu qu'effectivement, dès que le gardien essaie d'intimider, un peu la Martinez là, qu'on va voir ce soir, eh bien, la réussite du tir était plus faible. Donc vous voyez, ce genre de petites choses, voilà, ça peut servir. Hein. Bien sûr. Et donc... il y a ça, on a travaillé par exemple, est-ce que le suspense, tout le monde dit, ouais, de toute façon, les gens ne regardent plus le foot parce qu'il n'y a plus de suspense. C'est pas totalement vrai. Les stades n'ont jamais été aussi pleins. Oui. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que le suspense, l'incertitude du résultat, c'est pas forcément un des critères fondamentaux dans la demande. Oui, par exemple, ça, c'est une réponse. Qu'est-ce qu'on a fait autrement ? On a travaillé aussi sur les motifs des clubs. Par exemple, on s'est aperçu que vous avez deux c'est peut-être un peu trop long, non, ça va. Non, on va pas tarder à clôturer, mais par exemple, le motif, il y a deux façons d'expliquer la logique des clubs. C'est on maximise le profit ou on maximise les victoires. Oui. Nous, on a regardé des modèles et on s'aperçoit effectivement, dans certains cas, si vous maximisez vos victoires, vous maximisez aussi votre profit. Donc, vous n'avez pas intérêt forcément à jouer que l'aspect financier. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes. Donc, et puis après, on travaille aussi par exemple sur les formats de compétition, savoir effectivement pour éviter par exemple les matchs arrangés. D'accord. Donc, ou les matchs arrangés ou pas arrangés, ou bien un nul contente tout le monde. Ou effectivement les gens laissent jouer où il n'y a pas d'enjeu, quoi. D'accord. Donc voilà. Et ça, c'est des questions qui sont précises et pour lesquelles effectivement les économistes peuvent apporter des réponses précises. Après, sur le fonctionnement général, c'est les deux façons de voir le foot et l'économie. Je terminerai là-dessus. C'est décrire l'économie du foot de manière générale. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Et deuxième chose, c'est d'utiliser les données du football pour répondre à des questions économiques. Et ça marche relativement bien. Par exemple, dernier exemple, c'est par exemple dans une entreprise, comment mesurer la productivité individuelle quand vous êtes dans une activité collective. C'est typiquement la question qu'on peut poser dans une équipe de foot. Est-ce que effectivement la performance individuelle dépend du collectif et comment ? C'est le b.a.-ba parce qu'effectivement, on l'a bien vu hier. Hein, le foot d'abord, c'est pas que des. C'est pas que 11 joueurs sur un terrain. C'est pas que de 11 bons joueurs sur un terrain, c'est aussi un collectif. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est ce que disait Cruyff. Hein, je vais commencer par Cruyff, je finirai par Cruyff. Il disait une équipe, c'est pas les 11 meilleurs joueurs, parce que c'est 11 numéro 1 et c'est pas une équipe. Bien sûr. Voilà. Et merci Arsenal. Merci à vous. C'est très agréable de parler foot. Et merci beaucoup Lucas Rondel. On mettra les références de vos ouvrages en description du podcast. Et puis avec les liens évidemment. Et puis on espère vous recevoir encore très bientôt pour parler peut-être d'un autre sujet. Ah bon par exemple d'épargne. Si vous voulez, oui. Bon, on n'est pas obligé de parler que de foot, même si on adore ça. Non, mais l'épargne, sur l'épargne, il y a des choses à dire. Il va falloir juste sur le taux d'épargne en France, etc., sur la structure de l'épargne, etc. Et pour un prochain podcast, c'est une idée. Si vous voulez. Merci beaucoup en tout cas, Lucas Rondel. Comme disait Cruyff, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous pêle-mêle, exactement. Comme disait Joël Cruyff, il l'a dit, j'en suis convaincu. Merci à tous en tout cas.